On arrive sur hypnose et stress. Donc, ce qui est assez intéressant dans ce que propose Spiegel, c'est ces trois éléments: flotter, dissocier, résoudre. Donc, on est à nouveau sur la dissociation. Le mot flotter, je l'ai utilisé pas mal. Je ne l'avais pas trouvé génial au moment où il nous l'a proposé. Et effectivement, je trouve qu'il y a des feedbacks qui sont intéressants sur la plupart des gens, alors que j'avais une idée à me dire, peut-être que les personnes vont avoir peur d'être noyées ou avoir peur de différents éléments. Or, c'est pas du tout quelque chose qui les dérange. On pourrait ramener ça à d'hyperampéria. Et au bout du compte, l'hyperampéria, j'ai jamais vu personne qui était mal à l'aise avec de l'hyperampéria. Ça peut exister certainement, mais jusqu'à présent, j'ai pas rencontré ce type de personne-là. On a son principe simple de création d'écran. Donc, on l'avait bien vu, un grand écran devant vous, comme l'écran de cinéma. Ça, vous pouvez reprendre tout ce que vous connaissez déjà de la PNL pour la plupart d'entre vous. Donc, ce que je proposais, c'est la métaphore du film et de la double dissociation, c'est ericksonien PNL. Donc, raconter l'histoire d'un personnage qui regarde le film de sa propre vie. Bon, ça, vous connaissez très bien. La position méta qu'on a en PNL, ceux qui ont vraiment, vraiment bien bossé dessus, si vous avez de quoi lire les ouvrages, mais de façon très simple, c'est tout ce qui est le boulot de Grinder, qui est le New Code, et il vous fait mettre énormément en méta. Tu es en train de te regarder toi en train de faire l'action, donc tu te regardes déjà toi en train de faire l'action et tu te regardes toi en train de te regarder en train de faire l'action. Donc on a cette double, triple dissociation et il fait faire des actions à ce moment-là. On se retrouve à peu près sur la même dynamique dans le boulot de Spiegel, où on pourra avoir cette notion avec l'écran, avec la dissociation divers. Donc, à ce moment-là, on a un vrai taf qui est intéressant sur le méta, qui est déjà très connu, que vous pouvez faire assez facilement dans votre quotidien. Pour Hellman, on va avoir, bien sûr, donc moi je l'associe à l'hypnotisabilité basse, c'est-à-dire les personnes qui vont galérer à rentrer au niveau somnambulique et qu'on veut ramener sur quelque chose de plus clair, c'est qu'on va aller sur un cadre direct, des suggestions directes répétées, pour que la personne soit vraiment focalisée sur les mots, les verbes et la création de cet état-là, plutôt que de chercher que l'état aille créer quelque chose pour lui. C'est-à-dire qu'il va y avoir un début d'agentivité plus important dans le rapport où il y a peu d'hypnotisabilité, alors que en général, on a dans le rapport dissociatif cette notion de non-agentivité qui est assez présente. Donc, comme je vous disais, j'ai rajouté la notion d'hyperampéria où vous pouvez assez facilement aller vers la légèreté, tout ce qui va être élévation, prise de distance, prise de conscience globale, et toujours dans la même chose, au travers de l'élévation, la capacité à se mettre en méta, la capacité à voir l'ensemble des éléments problématiques. Lui, il a, Spiegel, cette notion de prendre une seule ressource dans son protocole. Ça peut être aussi un élément que vous pouvez prendre à la place d'utiliser plein de choses qui arrivent, une seule sur laquelle se concentre la personne et la fait se diffuser au maximum avant la réassociation. Donc, j'ai rappelé ce qui est un élément que je trouvais important chez Spiegel, qui est de dire qu'il faut retourner en auto-hypnose. Et ce qui est assez cool, c'est que vous pouvez soit utiliser bien sûr le To Pretend de Hellman, mais vous pouvez leur refaire faire l'induction de base qui est très très simple avec les yeux en haut. Vous pouvez même le faire répéter plusieurs fois pour que la personne puisse s'habituer et ancrer le fait que quand il lève longtemps les yeux en expirant 3 fois, il rentre à nouveau dans le même état qui permet d'avancer. Hypnose et douleur, on a pu voir donc qu'il y a vraiment des façons différentes de le bosser. En tout cas, Spiegel lui proposait intensité sensorielle, aspect émotionnel. Ça, on le connaît très bien de façon générale dans le travail qu'on fait au quotidien. Donc, avec 2 zones qui sont différentes, ça, pour nous, sur la pratique, c'est pas ce qui nous importe le plus. Ça va être plutôt donc
Qu'est-ce que je fais? Si la personne est très sensorielle, donc on peut reprendre sur tous les VACOG et travailler vraiment sur la fraîcheur, l'engourdissement, les picotements, la dissociation, l'oubli, etc. Et sur l'émotionnel, ce qui va être intéressant, c'est d'aller faire plutôt une hypnoanalyse, c'est-à-dire commencer à interroger. Je vous invite aussi à ne pas hésiter à faire de la thérapie des parties avec les parties qui justement ne sont pas tout à fait OK. Donc, il y a le protocole de Spiegel qu'on a pu étudier et voir. Vous avez donc sur l'éricksonien, vous pouvez jouer sur la confusion, les déplacements de douleur. Là, il y a pas longtemps, je voyais couper la douleur en neuf, puis encore le recouper en neuf, puis passer une des parties de la douleur à l'opposé de la douleur où on a, puis commencer à faire de la confusion, de la dissociation, etc. Après, vous pouvez bosser sur les submodalités, donc en changeant les couleurs, les textures, etc. Ça, vous connaissez très bien. Et puis après, vous avez potentiellement toutes les métaphores que vous pouvez connaître. En PNL, c'est vraiment de la sumo à fond, éventuellement le recadrage à la Bendler, une forme de thérapie des parties. Hein. Vous pouvez faire même de façon plus générale, ne pas hésiter à faire vraiment de la thérapie des parties de base. Suggestion en direct, si on prend plutôt les formats de NGH, etc., où vous pouvez aller sur des suggestions qui vont petit à petit se mettre en place. Moi, quelque chose que je fais très souvent, c'est faire monter la douleur pour la faire descendre, pour que la personne puisse se rendre compte qu'il peut créer une variabilité sur la douleur. Ce qui fait que dans le quotidien, la personne recommence à se dire, OK, je suis capable de monter, je suis capable de descendre. On le fait plusieurs fois en session pour que la personne commence à se rendre compte qu'il a une aptitude de variable. Pour le principe plus émotionnel, je vous proposais un truc que moi je fais beaucoup, qui est la notion par rapport au fait, au récit que le partenaire peut avoir et capter ce que le récit va créer comme état qu'on pourrait reprendre un petit peu comme en PNL. Du coup, ça va être de retravailler sur le récit, retravailler sur le sens qui donne à ce récit-là, le pourquoi du comment ça lui crée une douleur, pourquoi cette émotion lui crée une douleur, et c'est petit à petit aller travailler sur la perception qu'il va avoir et le sens qu'il donne à la douleur et la posture qu'il va réussir à prendre par rapport à cette dernière d'un point de vue psycho-émotionnel. Oui, je reprenais aussi Butler où pour lui, et ça je trouve que c'est toujours très important, il explique que c'est essentiel de pouvoir régulièrement rebosser sur la douleur, que ce soit des personnes qui viennent pour des choses anodines ou pas. Il dit enseigne à tout le monde l'auto-hypnose et dites-leur de bosser sur la douleur au moins une fois par semaine. Et alors les hypnos encore plus, parce que parfois on se dit je connais l'auto-hypnose, mais le moment où vous en aurez besoin, ça ne viendra pas spontanément. Et vu que c'est quelque chose qui s'éduque, il est préférable de s'éduquer régulièrement à la gestion de la douleur. Silva, lui, il a tout le boulot qu'on connaît en ericksonien, qu'on connaît en NGH aussi, qui va être tout le travail de gants anesthésiques, qui fait retravailler très très souvent. Il l'ancre pendant la session, donc vous pouvez aussi le faire et vous transférez au travers du gant anesthésique l'analgésie qu'il y a dans le corps et vous lui permettez de l'ancrer. Là, on revient sur la notion de Butler. Faites-le répéter régulièrement, comme ça il a une aptitude capacité. Et le moment où il en aura besoin, il va pouvoir, soit avec le geste, soit sans le geste, mais juste avec l'habituation, déplacer l'analgésie dans son corps. Le sommeil, donc on avait eu une démo. La plupart du temps, donc induction légère, corps flottant, écran de préoccupation, on a altération des sens. Instruction clé au client, donc c'est la notion par rapport à l'effort du sommeil. J'ai eu quelqu'un, entre-temps, moi, qui a eu des insomnies. On sent que moi, quand j'ai proposé cette notion de l'effort et tout, ça ne lui parlait pas du tout, du tout, du tout. Donc, je l'ai fait un peu différemment. Après, sur le sommeil, vous avez vraiment plein de façons de le faire. Là, sur une des notions que je vous proposais, mais vous connaissez très certainement si vous êtes dans l'éricksonien, vous n'avez pas à dormir, juste à flotter, et vous ramenez une espèce de paradoxe par rapport à ça. Donc, en gros, qu'il arrête de tenter de dormir
Et il n'y a plus d'objectif, c'est juste aller vers du flottement jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose, qu'un état qui se modifie. En PNL, on peut avoir, par rapport à tout ce qui est notion de mentalisation, vous pouvez avoir les désynchros de visuels, auditifs, etc., pour permettre à ce moment-là de de donner les canaux sensoriels qui vont être un peu différents. Un autre élément qui peut être bien, c'est aussi voir les stratégies qui se sont mises. Si vous avez déjà vu les stratégies PNL, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire au moment où vous êtes en train d'aller au lit et voir est-ce que c'est une stratégie qui est visuelle, puis après kinesthésique. Est-ce que c'est quelque chose qui va être corporel, puis après ça va être mental. Comment va se jouer la stratégie et après commencer à aller faire des bugs dans les stratégies PNL. C'est un travail qui est assez simple à faire, qui est assez amusant et qui permet à nouveau de bien faire maintenir la personne dans un état de transe pour lui permettre euh, de bien se focaliser dessus et d'aller à la recherche de ses ressources à l'intérieur de lui. Hypnose alimentation, là, il nous a donné quelque chose, donc assez, assez premier, assez primaire. Donc, lui, il a joué beaucoup sur la notion du gourmet intérieur. Trop de nourriture est un poison. J'ai besoin que de mon corps pour vivre. Suggestion qui peut être intéressante. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans son cheminement, c'est la différence entre satisfaction et satiété. Et je trouve que ça, c'est un des éléments clés qui peut être une suggestion qui peut parler à certains, mais pas à tous. Il y en a qui vont dire, moi, si j'ai pas la satiété, si j'ai pas cette lourdeur, j'ai l'impression de ne pas avoir mangé, donc j'ai pas de satisfaction. Et même si je me dis que j'ai pas assez, que je suis satisfait, je peux avoir encore cette sensation qui va être problématique. Là, on revient sur la gêne plutôt kinesthésique qu'il est possible ou qu'il va falloir gérer un moment ou un autre. Donc, on peut avoir donc, la vision ericksonienne avec une instruction, grand chef étoilé qui prend 5 minutes pour goûter, etc., etc. La vision PNL, il y a le dégoût, il est classique, ou le retravail au niveau des submodalités par rapport à sa sensation intérieure. Et c'est quelque chose qui est assez complexe pour beaucoup parce que beaucoup n'ont pas pris le temps de définir ce qu'ils ressentaient. Ils vont prendre des mots qu'ils ont entendus, qu'ils ont absorbés comme tels, et au bout d'un moment, il est souvent utile dans un travail d'aller redéterminer, refaire préciser, faire émerger les sémantiques qui représentent le mieux sa problématique ou en tout cas sa façon d'aborder les choses. Suggestion directe, bon, version NGH. Je vous rappelle qu'on peut avoir le boulot dans le dégoût aversif ou autre, un peu à la Jerry Kine, qui est de lui faire un ensemble de décisions dans votre travail, soit métaphorique, soit direct, mais souvent ça va être au travers d'une analogie ou d'une histoire, où à chaque fois il a le choix entre quelque chose qui va être dur pour lui, désagréable, horrible et à terme pas cool, et l'autre choix qui va être de stopper parce qu'il y a un ensemble d'éléments positifs. Lui, il le faisait beaucoup en arrêt du tabac sur la fin, mais il y a toute une arborescence que vous pouvez faire au fur et à mesure qui va être donc de répéter des suggestions si on prend la notion, la variante NGH, et cette notion de dire bah, tu as le choix entre quelque chose de désagréable, donc on va dire vraiment l'espèce de notion de dégoût, ras-le-bol, etc., et un truc qui l'est plus, et à chaque fois, c'est toi qui décides. Et à ce moment-là, ça permet à la personne et de définir ce qu'elle ressent et de définir sa façon dont elle va aborder son alimentation, son attitude par rapport à ça, et amener à quelque chose qui sera une succession de décisions qui amène vers quelque chose qui l'intéresse, tout en ayant conscience de ce que ça pourrait emmener s'il ne le fait pas. Là encore, ça ne fonctionne pas sur tout le monde. On pourrait vous dire aussi, vous pouvez mettre des anneaux gastriques virtuels, vous pouvez faire plein de choses. Ça va vraiment dépendre de votre façon de bosser avec les partenaires. Donc, après, là, c'est dans les résistances souvent qu'il y a par rapport à ça. Je reprends le Crohn, qui pour moi est un des meilleurs là-dessus. Voir les bénéfices secondaires, s'il y a un conflit intrapsychique, s'il y a une douleur physique ou psychique, inexpliquée. Évitement, peur irrationnelle, procrastination, bon, ça, on l'aura moins, résistance au changement.
vous regardez pas forcément sur la nourriture, mais sur la notion de satisfaction, sur la notion de ressenti, il peut être très intéressant à voir où est-ce qu'il y a des résistances à un moment ou à un autre. Sur les traumas, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je trouve que l'hypnose sur les traumas demande énormément d'éducation et la plupart d'hypnotistes laïcs, c'est pas trop notre point fort là-dessus, même si on a des petits traumas qu'on arrive à soutenir, aider en complément des psychiatres. Je vous laisse voir, mais en général, c'est les notions sur des rapports dissociatifs, mais ça dépend quel type de personne vous avez en face, donc c'est toujours un peu compliqué. On peut prendre par contre l'apport de Hunter, qui est un spécialiste en régression et qui était élève de Charles Betts, qui est celui qui a formalisé la thérapie des parties. Et lui, il mettait tout le temps des méga safe place pour que la personne dans les régressions ou dans n'importe quel moment, notamment quand il y a eu des traumas, ils puissent se sentir protégés à un moment donné. Dans la dernière chose qui est donc le tabac, on a l'induction, l'ancrage de la valeur du corps. Là encore, c'est des perceptions qui vont être complètement différentes en fonction des personnes. Et ces trois suggestions clés, là, c'est avoir ancrage gestuel, etc. Pensez plutôt, nous, dans notre aptitude au quotidien. Après, je sais qu'il y a un million de protocoles et de façons de faire l'arrêt du tabac. Déjà, vous pouvez en trouver assez facilement sur le net ou en parlant avec d'autres. Mais il y a les visions très érectionnennes, donc se donner des tâches qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut faire en TCC. Là, vous verrez écrire les raisons de fumer, puis les brûler, etc., etc. Créer tout un cheminement avec de l'auto-hypnose. On a le travail sur les submodalités et sur les switch patterns qui sont très utiles de par la PNL qui peut ramener à du recadrage, etc. La technique d'aversion dont on a vu un petit peu plus tard un petit peu plus tôt avec l'alimentation, qui est assez classique dans la NGH et qui est aussi dans Hypnovision. Ils aiment bien cette notion d'aversion. Des personnes détestent cette notion-là. Soyez toujours dans quelque chose peut-être de plus complet. Moi, j'estime que la régression à la cause, elle peut être intéressante de voir est-ce que c'est systémique, et souvent ça l'est, est-ce que ça ramène donc un trait de personnalité, est-ce que c'était pour faire comme, est-ce que c'était pour se réconforter. Vous pouvez regarder sur les liens comme d'attachement pour voir est-ce que ça ramène un père ou un grand-père, une grand-mère ou quelqu'un ou une mère qui fumaient et que c'était un moyen pour eux d'être proches, et peut-être que c'était pas la cigarette, mais autre chose, la pipe ou n'importe quel autre élément. Ça peut être intéressant à capter d'où ça vient, pourquoi refaire cette notion-là, ou comprendre aussi qu'est-ce qui fait qu'apporte la cigarette. Il y a encore pas longtemps, j'en discutais avec quelqu'un qui me disait ben moi ça me permet de ne pas dire que je sors et de paraître bizarre vis-à-vis des gens parce que les gens savent pourquoi je sors alors qu'en fait j'ai juste envie de prendre un peu de distance avec les gens parce que les gens me fatiguent. Et donc vu que j'ai pas envie d'assumer le fait d'échanger avec les gens à ce sujet-là, je préfère ne pas le faire. Je préfère ne pas arrêter indirectement parce que ça me mettrait face au fait de dire aux gens stop, j'ai pas envie de vous parler et de paraître bizarre et donc de pas être accepté par rapport au groupe. Il y a plein de choses à aller voir. N'hésitez pas à faire des régressions, n'hésitez pas à faire des thérapies des parties, n'hésitez pas à faire de la suggestion directe. Hein. Il y a, pour certains, la version, ça marchait très bien. J'ai une multitude de personnes où le truc d'aversion a été quelque chose d'hyper marquant, alors que c'est quelque chose qu'on a souvent critiqué. Ça dépend de vos partenaires, c'est à vous de les connaître, de les voir, etc. etc. Je m'arrête là pour cette première fois. Si éventuellement ça peut vous intéresser, on pourra en refaire d'autres, il n'y a pas de problème.
N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur les différents éléments aussi, ça permettra de compléter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Biwan, à plus tard. Ciao.